Bonsoir à nouveau. Et je vous présente mes excuses pour le retard. Mais franchement, ce n'est pas de notre faute. Peut-être vous avez suivi, on a changé l'ordre des salles, etc. Pour des raisons qui tenaient à ce que l'invité précédent ici avait absolument besoin du noir total qui n'était pas dans l'autre salle. Donc on a été obligé de changer, de compresser les horaires, etc. Je vous passe les détails, mais sachez que ce n'est pas de la désinvolture de notre part. Voilà. Pierre Perret était à l'heure, piaffé d'impatience et était aussi mécontent que nous du retard, entre guillemets. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Deux mots, vous savez, au début de ces rencontres, on avait pris l'engagement que ceux qui viendraient à ces rencontres auraient la possibilité de rencontrer des gens exceptionnels de générosité et de vérité. Souvent, ça va ensemble, d'ailleurs. Voilà, j'espère que ceux qui ont déjà assisté à ces rencontres ont pu s'apercevoir que, de notre côté, on avait fait de telle sorte que vous puissiez être satisfaits et que vous puissiez mesurer combien ces rencontres sont intéressantes sur le moment, et je pense qu'elles sont intéressantes plus tard encore. Même quand tout ça, les rencontres seront finies, il restera des phrases, il restera des images, il restera des idées. Et c'est ça le but de ces rencontres. C'est pas simplement ce qu'on vit sur le moment, c'est aussi plus tard les réminiscences qui poussent sans qu'on s'en aperçoive et qui sont importantes. Voilà. Et le sujet de l'enfance nous a permis d'approcher de plus près comment se font tous ces mécanismes assez confus de retrouver les choses qui sont importantes pour nous. Je voulais juste vous dire ça. On va recevoir quelqu'un qui est pas simplement un connaisseur de l'enfance extraordinaire, pas simplement quelqu'un qui a vécu son enfance et l'a raconté. C'est quelqu'un qui a été beaucoup plus loin que ça, qui a fait rentrer l'enfance dans notre manière de voir les choses. C'est quelqu'un qui a introduit l'enfance dans notre façon de regarder les choses et dans notre façon de regarder les enfants. C'est quelqu'un qui a participé au fait que l'enfance devienne plus importante qu'elle n'était avant, qu'on comprenne mieux ce qu'était un enfant et qu'on essaie de faire le mieux possible pour ceux qui en avaient et pour ceux qui n'en avaient pas. Voilà, Perret, c'est ça. C'est pas simplement un enfant éternel, comme le titre, c'est évidemment ça. Mais c'est quelqu'un qui a fait de l'enfance une question prioritaire, très importante pour nous, pour les enfants, les parents, etc. Et qui est un créateur d'enfance. C'est-à-dire qu'il a introduit l'enfance dans notre manière de réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui est très drôle, qui est d'un humour incroyable, etc. Mais il y a plus que ça chez Perret. Vous le verrez d'ailleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus important et profond que son humour que tout le monde connaît et qui fait notre ravissement quotidien. Ben, je vais le chercher. Le plus vieux lardon de la soirée. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être là. On a passé 10 minutes ensemble en attendant que les lieux soient disponibles et vous m'avez fait rire pendant 10 minutes comme je n'avais pas ri depuis longtemps. Et donc, le plus vieux lardon de la soirée, c'est pas rien, il sait faire des choses. J'espère qu'ils ne se seront pas tirés avant qu'on ait fini. Bon. Pierre Perret, on va juste commencer par un sujet qui est un peu plus lourd que le sujet ici. On va passer de 3 minutes, mais je sais qui vous êtes. Tout le monde sait ici qui vous êtes. Tout le monde vous connaît par cœur, vos chansons, enfin, connaît vos textes par cœur, vos chansons. Et donc, il s'est passé des heures qui nous ont bouleversés tous, inquiétés tous, mis en colère, qui ont provoqué des choses très, très difficiles pour tout le monde. On ne peut pas l'ignorer, même si on a Pierre Perret à côté de soi, et on est sûr que lui-même ne les a pas ignorés. Donc, je voulais juste vous demander comment vous, Pierre Perret, vous avez rencontré l'horreur qui s'est passée et ce que vous avez pensé. Je l'ai vécu très douloureusement parce que c'est innommable ce qui s'est passé.
c'est innommable, et il y a deux sentiments. Un irrépressible, c'est la colère, et l'autre, c'est celui de la non-résignation. Voilà. Parce que mon enfance, à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, moi, je l'ai vécue, je suis un des seuls d'ailleurs, sûrement, de tous ces invités, à avoir vécu l'enfance de l'occupation, sous la botte allemande. J'ai vu quand même des choses très prégnantes pour un enfant, très marquantes, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire, qui sont ancrées profondément. J'avais un tonton qui était dans le maquis, j'avais papa qui aidait les déserteurs allemands de la caserne d'à côté à s'enfuir. Donc, vous avez vécu ça de près. Je sais qu'il y a des gens qui fuyaient la barbarie. Je savais qu'il y avait un statu quo, il fallait se taire, il ne fallait pas parler. Moi, j'avais 8 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans. Donc, c'est des choses, on se dit, ce dont on est menacé aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on est menacé, notre liberté, notre joie de vivre, notre façon de vivre ne plaît pas à tout le monde, mais ça, à travers les siècles, personne n'est arrivé à nous l'enlever. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Voilà, c'est tout ce que j'en dis. Et vous qui avez tant parlé des enfants et aux enfants, vous avez un enfant de 6-7 ans, qu'est-ce que vous lui dites à ce sujet-là? Je lui dis qu'il ne faut pas tout croire sur parole, qu'il faut être très attentif. Et je crois que la première chose à respecter et à faire avec le plus d'honnêteté et d'application possible, c'est l'éducation, l'instruction. Je crois que tout ce qui se passe est un manque d'instruction. On voit la plupart du temps d'où ça vient, d'où la barbarie arrive. C'est la plupart du temps des analphabètes, je vous dis, si ces gens, déjà au départ, avaient connu une certaine instruction, plus l'amour d'une famille, qu'ils n'ont pas eu les 3/4 du temps, bon, on ne va pas faire de psychologie. Ils ne seraient pas des meurtriers. Ouais. Oui, on va pas faire de psychologie à deux balles là-dessus, parce que sa mère ne lui a pas donné le sein, parce que... Non, la barbarie, c'est une chose, il faut la combattre, quelle qu'en soit la cause, et les enfants, le meilleur moyen de les préserver de ça, c'est déjà de leur enseigner. L'enseignement, il n'y a pas au-dessus. Voilà. Moi, je ne connais pas de meilleur moyen. Alors, quand vous retournez, Pierre Perret, enfance modeste, très modeste, difficulté, vous avez dit, vous avez commencé votre vie, c'était des moments bien difficiles pour tout le monde. Encore oui, mais très chaleureux, parce que très chaleureux, j'avais des heureux parents aussi, très heureux, aimants qui étaient très près de moi. Des années de galère, on disait Pierre Perret, ouais, c'est pas mal et tout ça, et puis finalement, voilà, ça, vous avez acquis des succès invraisemblables. Vous avez connu des salles comme personne. Vous avez connu un grand succès. Vous êtes honoré. Tous ceux vous avez négligé, voilà. Et vous avez même des établissements scolaires à votre nom, une vingtaine, je crois. C'est quand même un truc. Il y en a un peu plus de 30. Plus de 30. Oui, c'est vrai qu'il y en a chaque année. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est un remboursement terrible de toutes les heures, de toutes les années que j'ai passées avec mon cahier d'écolier, mon stylo, et à écrire, parce que j'ai passé vraiment ma vie à écrire en premier, ça a été ça. J'ai chanté par accident, parce que je ne suis pas chanteur, moi. J'ai chanté parce que sinon, en plus, personne n'aurait osé chanter mes chansons. Ça, c'est sûr. Ah oui, donc, ça c'est vrai, oui. Ben oui, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est juste ce que vous dites. Personne n'aurait osé endosser les paroles de vos chansons, surtout quand c'était pas la mode. Ah non, j'en ai eu proposé d'ailleurs de temps en temps. Les mecs, ils courent encore. Hein. Non, il y avait que moi pour oser chanter ça. Tout le monde, tous les petits disent quand je serai grand.
Oui. Hein? Alors, c'était quoi, vous, quand vous étiez petit, quand je serai grand? Ah, c'est une phrase que j'ai jamais prononcée. Et ni penser. Non. Non, non. Ah D'ailleurs, ouais. je suis toujours pas grand. C'est un vrai enfant, alors, mais pour de vrai, quoi. Mais oui, moi, c'est trop tard pour... Non, mais quand je serai grand, c'est même pas venu. Non. Non, non, du tout. Ouais. Et surtout, je crois même que j'avais la trouille de devenir grand. Quand je voyais les grands. Ouais. Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, c'est quelque chose de plus, Parce que plus tout important. à l'heure, on a groupe. évoqué une chose en coulisses, on a parlé 5 minutes, là. Ouais. Et la formation naturelle que j'ai eue, la formation d'esprit naturelle que j'ai eue, dans le creuset qui a été le mien, c'était le café de mes parents. Ah, c'est... À l'époque où ils tenaient ce café, et moi j'avais 8 ans. Il a écrit quelque chose qui s'appelle le Café du Pont. Bon, on n'est pas là pour, Qui est non, mais pour vendre. C'est pas pour vendre. Oui. C'est parce que c'est D'ailleurs, quelque chose d'incroyable. Il est sorti il y a déjà une dizaine d'années. Ah oui, mais c'est oui. incroyable. Et alors? Et je disais que je me suis nourri de cette tour de Babel dans laquelle était, mais ce café était très proche d'une usine où il y avait plus d'1 millier d'ouvriers. C'était une usine importante. C'était pas si loin d'ici, d'ailleurs. De métaux non ferreux, à Castelsardin, dans le Tarn-et-Garonne, qui est voisin. Oui, c'est pas tellement loin. Et donc, c'était la première usine de frappe de monnaie, les premières pièces en aluminium, et c'est pas glorieux de les attribuer à mon pays, mais on n'y pouvait rien, c'était pas nous les patrons à l'époque. C'est le lieu où se sont frappées les premières pièces à l'effigie de Pétain. Voilà. Donc, c'était la première usine et la seule existante en France. Il y a des tas de gens qui venaient de partout pour apprendre cette frappe parce qu'ils pensaient installer d'autres usines un peu dans les 4 coins de l'Hexagone. Et donc, il y avait, qui fréquentaient le café de mes parents, des Ch'timis, des Marseillais, des Strasbourgeois, des Bordelais, de tout. Ils avaient tous chacun leur surnom. Le Bordelais, il s'appelait Pibal. Parce que, voilà, on l'appelait Pibal, parce qu'on becte sûrement. Moi, je ne savais même pas ce que c'était des Pibales à l'époque. Depuis, j'ai appris, c'est délicieux, la vache. Alors, il y avait la sardine, il y avait ficelle, oui. Il y avait camembert, oui. Il y avait la châtaigne. On lui, camembert, il fouettait parce qu'il en avait toujours un dans la poche, dis donc, et ça fouettait. Hein. Alors, la châtaigne, j'imagine que... Ah ben, c'était un castagneur. Castagneur de première, et Durandal. Oui, aussi, c'était une épée, celui-là. Oui. L'avocat, c'est quand même... Et tout le monde s'appelait comme ça par des... Il plaidait toutes les causes à tout le monde, il prenait toujours les patins de quelqu'un, on l'appelait l'avocat, c'est vrai, oui. Et moi, je me suis nourri de tout ça. Et vous avez quel âge quand l'avocat était là, Durandal et tout ça? 8 ans. Oui, j'avais 8 ans. 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à entre 8 et 11 ans, j'ai fréquenté ce café et moi, qui allais à l'école communale à cette époque-là, j'étais toujours pressé de quitter l'école pour retrouver le café parce que ma vraie école, c'était là. Parce qu'en arrivant au café, alors la vie s'illuminait parce que les clients me demandaient d'être leur partenaire au billard. Sur la pointe des pieds, je jouais au billard avec eux. Je faisais le 4e à la belote. En échange, ils m'aidaient à faire mes devoirs. Enfin, c'était fantastique. Et mon berceau, c'était ça. Les autres copains qui rentraient chez eux, ils s'emmerdaient chez eux. Moi, c'était la fête. Quand j'arrivais, c'était fantastique. Donc, si vous voulez, ces années-là, c'est comme si j'avais lu 1000 bouquins. C'est comme si j'avais lu La Fontaine. Et vécu. Et donc, c'est un enrichissement extraordinaire qui est... J'écoutais les histoires, j'écoutais les mensonges de ces gens-là. Je voyais le soir les enfants qui venaient chercher le paternel qui s'attardait au comptoir parce qu'ils ne pouvaient plus se décrocher du comptoir. Et c'était la dernière, le coup de l'étrier, enfin...
J'ai toutes les expressions, j'en ai mis sûrement dans le Café du Pont parce que ça m'a tellement marqué. Et il y avait le gamin qui venait tirer son père par la jambe du pantalon, comme ça, il faisait « Maman, maman, elle t'appelle. Ta mère, tu vas lui dire que elle va en prendre 2. » Et c'était ça, quoi. Et puis il y en avait qui le faisaient aussi. Hein. Donc, si vous voulez, toutes les 1000 émotions qu'on peut avoir et qu'on découvre au fil du temps quand on devient adulte, etc., moi, je les ai connues très tôt. Eh oui. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai eu l'esprit qui bouillonnait, qui imaginait des choses. La seule chose qui m'intéressait à l'école, c'était le français et les rédactions. Les devoirs d'imagination, souvent, c'est le mien qui est élu au recteur d'académie en fin d'année. Ah oui. Et j'étais fier comme un bar tabac. Mais c'est vrai qu'alors, on comprend mieux quand on vous écoute maintenant comment vous avez été le seul, parce que vous étiez le premier à l'époque de mélanger argot, français, en connaissance de cause, c'est-à-dire en utilisant tout ça. Vous aviez une pratique que personne d'autre n'avait en fait, parce que c'est très rare, là, ce que vous avez connu et accumulé en 3-4 ans. Oui, parce que c'était une tour de Babel de vocabulaire. C'était d'une richesse dans les expressions. Et même mes parents, maman avait un parler très coloré. Et tout ça, ça m'a imprégné très tôt. Et je me suis servi, j'ai fait flèche de toutes ces nourritures quand j'ai écrit, quand j'ai commencé d'écrire. Quand je ne savais pas d'ailleurs si je saurais écrire ou pas. Mais quand j'ai commencé, ça m'a amusé. Il y a des tas de choses qui sont revenues. D'ailleurs, il y a des tas de chansons qui ont découlé de ça. Il y a une chanson qui s'appelle Janine, que j'ai écrite à partir de l'observation d'un client qui venait au café tous les jours. Ah, c'est formidable cette histoire, incroyable. Je l'ai racontée dans le Café du Pont, oui, non ? Elle est formidable. Et il y avait un type qui venait à la sortie de l'usine. Alors les gens venaient boire leur coup, puis ils rentraient chez eux, tout ça. Puis il y en avait qui s'attardaient. Et lui, il venait, il allait dans une table, dans un coin. Et il avait une espèce de petite musette. C'était pas des serviettes à l'époque. C'était dans sa musette, il avait une espèce de bloc. Et il sortait et il sortait des pages et il commençait à d'écrire comme ça. On ne savait jamais ce qu'il écrivait là-dessus. Tous les jours. Et tous les jours. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et à son 2e ou 3e coup de blanc, bon, il froissait le machin, il foutait ça dans la corbeille. Et on ne savait jamais ce qu'il avait écrit. Un jour, maman a été fouillée dans la corbeille, elle a regardé, et tous les jours, il écrivait pareil, il n'écrivait que l'en-tête, il y avait « ma chérie ». Et comme il ne trouvait rien d'autre à dire, eh ben, il froissait le papier. Il froissait, il disait « demain, je trouverai », quoi, voilà. Et cette chanson que j'ai écrite des années plus tard, qui s'appelle Janine, le refrain disait « Tu vois, Janine, tout va bien, je te réécrirai demain ». Bravo. C'est quelque chose de pouvoir transformer cette situation-là, d'abord l'écrire, et ensuite en faire une chanson terriblement émouvante. C'est-à-dire de faire que cette histoire que vous avez vue, ce soit sur les lèvres des gens. C'est quand même un miracle, ça. Oui, il y a des chansons, comme vous dites, qui sont sur les lèvres des gens, justement. Il y a une chanson que je croyais très confidentielle, à moi, que je chante dans mon récital quand je chante dans les salles. Et c'est une chanson aussi issue du Café du Pont, que moi j'ai appelé le Café du Canal. Et c'est une chanson dont se sont emparés mes petits copains, les Ogres de Barbac, que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai découvert et qui sont des gamins adorables, formidables. Et ils chantaient cette chanson. Et un jour, ma femme me dit, j'ai reçu un coup de bigophone de gamins qui vont chanter
C'est pas. J'y repensé là, il y a 10 minutes avant d'entrer en scène en plus. J'étais avec eux. Elle m'a dit, ils passent dans une salle. Si tu veux bien aller leur donner un coup de main, ils chantent une chanson à toi. Si tu veux aller, ça sera bien. Ah, j'ai dit, bah, écoute, d'accord, bon, s'ils en ont besoin, je vais y aller, leur donner un coup de main. Et j'y suis allé. Et c'était sur la scène du Bataclan, justement. Et c'était les Ogres de Barbac. Et j'y suis allé. Et je croyais que c'était des débutants, que personne ne les connaissait. Et eux, ils chantaient ma chanson depuis 3 ou 4 ans. Et quand ils ont commencé, je suis rentré en scène et je leur ai dit « Hé, c'est moi qui ai fait cette chanson, on va la chanter, mais ensemble. » Enfin bon. Et la salle, évidemment, a exulté. C'était formidable parce que c'était tous des gamins de 18 ans à peine. Et cette chanson, ils l'ont pratiquement chantée entièrement d'un bout à l'autre dans la salle. Ils la connaissaient par cœur. Moi, je n'en savais rien. Je ne savais pas que cette chanson était connue en dehors de moi, même quand je commence à la chanter. Mais les gens, ce n'est pas une des chansons qui chantent comme La cage aux oiseaux ou Les colonies de vacances, etc. Et je suis parti les 4 fers en l'air parce que j'étais extrêmement ému quand j'ai chanté cette chanson avec eux. Et cette chanson, Le Café du Canal, est assez la projection de la vie au café à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, papa, après la libération, a voulu faire danser les gens parce que tout le monde avait besoin de respirer, de gaieté, etc. Il a ouvert un bal. Et même moi, j'ai joué dans ce bal à l'époque. Puisque papa m'avait fait apprendre le saxophone très de bonne heure, oui. J'avais 11 ans, 12 ans. Je jouais du saxophone et j'avais appris la musique depuis l'âge de 6 ans. Voilà, à cause de mes parents, à cause de papa. Il voulait que vous fassiez de la musique. Oui, absolument, parce que lui avait eu une enfance contrariée d'artiste. Et son père, à lui, lui avait interdit de faire l'artiste. Bon, je ne vais pas tout raconter ici parce que. Et donc, il voulait absolument que vous puissiez. Et comme son père avait mis un veto draconien à ça, il a dit si un jour j'ai un fils, je ferai tout pour qu'il, s'il veut être artiste, je lui mettrai tout en main au départ. Après, c'est lui qui décidera. S'il ne veut pas, il s'arrêtera. Mais voilà pourquoi il m'a fait apprendre la musique à 6 ans, le salaud. À 6 ans, c'est chiant la musique. Hein. Ah oui, oh là là, le solfège, quelle horreur. Et puis après, à 9 ans, comme il trouvait que j'étais assez grand, il m'a acheté un saxophone, voilà. Et alors, vous aviez le bistrot du Pont, et puis vous aviez... le café du Pont, pardon. Et vous aviez une grand-mère. C'est bizarre parce qu'il y avait Toretton avant vous, il y a et il s'appelait Mémé aussi. Toute mon enfance, ben oui, elle m'amenait aux champignons avec elle, cueillir les pissenlits, etc. Et moi, il y avait un truc qui me fascinait à l'époque. C'était quand on allait ramasser les champignons de rosée dans les champs qui bordaient la Garonne. On allait faire 2-3 kilomètres à partir de Castel, là. On partait, on arrivait là comme ça. Et de temps en temps, ben, ça la prenait. Elle avait envie de faire pipi. Bon, on était dans les champs. Hein. Et alors, elle avait une robe ample comme ça. Alors, elle s'écartait un peu comme ça. Et elle faisait son pipi sous sa robe et tout. Elle me regardait comme ça. Et après, elle me disait en patois, « Ah, robe à plat. » Maintenant, ça va bien. Et moi, j'étais fasciné parce que ma grand-mère était avec moi extrêmement douce et elle me passait tout. Évidemment, c'était une grand-mère gâteau formidable. Mais vous dites aussi, pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'eau courante. Non, voilà. C'était quand même... Elle avait rien de tout ça. Elle allait tous les matins se chercher un seau d'eau à la pompe à 200 mètres de chez elle. Et elle amenait ça pour sa journée. Alors, elle s'en servait avec parcimonie. Elle faisait sa soupe, elle faisait sa toilette, enfin, je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais elle arrivait à faire tout ça et c'était propre comme un sou neuf chez elle. Avec un seau. Oui. Et moi, de temps en temps, j'allais lui en chercher, mais
je remplissais le seau à moitié. Parce que j'avais un mal fou à le trimballer. Et puis en même temps, alors, elle habitait à côté de chez la Chevrière. À côté de chez elle, il y avait une femme qui avait un troupeau de chèvres. Elle en avait au moins une 50aine. Et elle faisait des petits cabécous. Elle faisait ces petits chèvres, oui, petits fromages de chèvre qu'elle vendait comme ça. Elle les avait très vite vendus comme ils étaient excellents. Et moi, elle me donnait 10 sous pour lui ramener des seaux de marrons. Parce que sur le boulevard qui bordait sa maison, il y avait des marronniers. J'allais cueillir les marrons et je remplissais le seau. Elle me filait 10 sous. Oh là là, 2 paquets de bonbons. C'est pas rien. Ah ben non, c'était quelque chose ça. Et des rouleaux de réglisse, les premiers rouleaux de réglisse que j'ai commencé à goûter à cette époque-là. Et les bâtons de réglisse que je mâchais comme ça. Ah non, mais j'ai eu une vie mouvementée, moi, très tôt. Mais c'est marrant parce que quand on lit le livre, les colonies de vacances, oui. Vous avez vraiment été dans une colonie de vacances? Ah, mais attends, j'ai pas passé ma vie dans les colonies de vacances. Oui. Mais c'était pas comme dans la chanson, mais quand même, c'était une colonie de vacances. Voilà, là aussi, pas d'eau, on couche dans les tables. Ah ben on allait à la source le matin. Ouais. Il y avait une source et oui, ça faisait un trou d'eau, mais de l'eau de source, on allait tous se laver là et on faisait attention de ne pas la souiller. Parce qu'on se prenait de l'eau comme ça, mais tout le monde devait se baigner là comme ça. Après, on rentrait, on faisait au moins presque 1 kilomètre le matin pour aller se laver et revenir avant le petit-déj. C'est pour ça qu'on ne mettait pas longtemps à se laver, hein, parce qu'on avait une faim de loup le matin. Et alors, c'était un des seuls endroits, ça c'était pendant l'occupation, justement, et c'était des braves curés qui avaient récupéré ces gosses un peu des cités, auprès desquels j'étais, à côté du Café du Pont, puisqu'on habitait tous au même endroit. Lieu, ouais. Et eux, les curés, ils avaient de la confiture, dis donc. Les curés, ils ont toujours plein de trucs. Hein. Et pendant la guerre... Bah, ils ne nous ont pas montré le reste, mais la confiture, la confiture, des grosses miches de pain comme ça. Ah non, c'est un souvenir très ému que j'ai de cette époque-là. Mais on était tellement petits. Ça, c'est vraiment l'enfance, la prime enfance. Et donc, on s'aperçoit que dans vos chansons, si on regarde tout ce que vous avez vécu avant, on s'aperçoit que les racines de quasiment toutes vos chansons sont là. Elles sont nourries plus ou moins toutes, un peu de petits bouts de ça. Après, oui. Vous amenez la poésie, etc., l'écriture. Mais on a l'impression que la source de toutes vos chansons, de très nombreuses chansons, sont dans les choses que vous avez vues, entendues, vécues. Il y a une autre chanson à laquelle je pense qui s'appelle « Le temps des tabliers bleus » que j'ai écrite à l'époque où justement maman gardait pour moi sa ration de chocolat. Parce qu'il y avait... Pendant la guerre, une tablette de chocolat pour la famille entière pour 1 mois. Donc tous les mois, il y avait... Bon, et les billes, on les comptait, hein, croyez-moi. Et maman, elle prenait jamais la sienne. Et alors votre mère, c'était pas n'importe qui, hein, parce que vous racontez une scène, un instituteur vous portez un peu d'or. Et dites donc qu'elle débarque à l'école le lendemain et ça se passerait plus aujourd'hui comme ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah ben aujourd'hui, elle serait en tôle. Ah oui. Remarque. Elle lui a foutu une rouste carrément. Ah oui. Oui, parce que c'était un. Il faut dire qu'il avait été extrêmement brutal avec vous. Il vous tapait. Un sadique. Qui m'avait dans le pif, mais alors bon. Hein, je ne sais pas pourquoi il m'avait dans le pif. En plus, bon, j'étais sûrement pas un très bon élève, mais j'étais pas du tout turbulent ni rien du tout. J'emmerdais personne, mais il pouvait pas me saquer. Me saquer du tout. Mais il m'avait foutu au fond de la classe comme ça. Et alors de temps en temps, il venait. Et pendant la guerre, le seul pain qu'on avait, il nous donnait de la gale et de l'impétigo.
C'était les 2 maladies de peau dont De presque peau tous les gosses étaient couverts. Et moi, j'avais de l'impétigo sur toutes les jointures des doigts, là. Donc, j'avais les mains comme ça, pleines d'impétigo, voilà. Et maman me soignait tous les matins. Je me souviens avec ce qu'on appelait de l'eau d'Alibourg. Et elle me colmatait tout ça tous les matins. Et bon. Et je partais à l'école. Et très souvent, il faisait très très froid. Il y avait ces hivers-là d'occupation. Il a fait jusqu'à -15 chez nous là-bas. C'était très froid. C'était rude. Et donc, on souffrait encore davantage parce qu'on attrapait des engelures, des surinfections, des gerçures, de tout un tas de trucs. Et j'arrivais à l'école, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais un des premiers trucs qu'il faisait, l'instit, il me posait une question sur l'arithmétique, le calcul. Pour moi, le seul cauchemar, c'était ça. Le Robico qui fuit pendant le train, qui marche à 60 à l'heure et tout, là. C'était mon cauchemar. Je pensais qu'à ça, j'en dormais pas la nuit. Je disais, putain, demain à l'école, le premier con sur qui il va tomber, ça va être toi. Et il venait en piquer sur moi. Et comme évidemment, je pouvais pas répondre, eh ben, ce qu'il faisait, il me disait, allez, les mains. Voilà. Alors, il fallait tendre la main. Et il avait une petite règle en fer, un alu, une règle en aluminium, et il faisait tac, 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 tac. Il faisait sauter les croûtes comme ça, et je bougeais pas. Et quand je ramenais la main, j'avais du sang partout, du pu partout, et voilà. Et voilà. Hein, la prochaine fois, tu le sauras. Hein, le coup du robinet. Tu le sauras. Et une fois, bon, alors d'habitude, je ne disais rien à maman parce que ce n'était pas spectaculaire, mais là, je suis rentré, je n'étais pas en bon état. Elle m'a vu, elle m'a dit, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit rien, je suis tombé et tout. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça fait déjà 2 ou 3 fois que tu tombes. C'est à l'école qu'on t'a fait ça. Et je n'ai pas pu me retenir. Elle a pris le vélo. J'arrivais pas à la suivre. Elle est arrivée à l'école et les 2-3 instits pendant l'heure du déjeuner avaient déjà déjeuné. Eux, ils étaient dans la cour. Les élèves allaient rentrer un quart d'heure après. Et je sais ce qu'elle a dit puisqu'elle me l'a raconté après. Elle a demandé quel était l'instituteur. Et il a dit, moi, madame, très bien, est-ce que je pourrais vous parler? Oui, venez dans la classe, nous serons plus tranquilles. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas ce qu'il attendait, le malheureux. Et ils sont allés dans la classe, et les 5 ou 6 copains qui étions là, nous, évidemment, on regardait par le carreau, parce que les carreaux n'étaient pas très hauts. On était montés sur les banquettes qu'il y avait dans le préau. Dans le couloir. Voilà. Ouais. Et on a regardé comme ça. On a vu le plus beau spectacle de notre vie. Elle lui a foutu une branlée. Parce qu'il a eu le malheur. Elle lui a dit, est-ce que c'est vous qui avez fait ça à mon fils? Il a dit, oui, madame, mais... Vous savez, c'était juste une petite règle comme ça. Et il a eu le malheur d'aller chercher la règle. Et elle lui a foutu une avoine avec sa règle. C'est le directeur de l'école qui est venu lui enlever parce qu'elle était en train de le tuer. Voilà. Eh bien, c'est peut-être dommage qu'elle ne l'ait pas fait. Ça, c'est une maman. Hein. Oui. Il n'y a pas besoin d'autres définitions. Hein. Oui. Ça, c'est mes chansons qu'elle a toujours préférées aux autres. 500 chansons. Oui. 500 chansons. C'est pas rien. Hein. Oui. Avec des succès. Ça fait beaucoup de travail. Mais comme dit, il traînait, court encore dans les rues, mais vous, ça fait 20, 30, 40 ans que les chansons existent toujours au même niveau? 50 ans. 50 ans au même niveau?
des générations successives? Oui, jusqu'aux plus récentes, que quand je commence dans la salle, souvent toute la salle applaudit parce qu'ils les connaissent. Ouais. La femme grillagée que j'ai faite il n'y a pas tellement longtemps, qui se sont ingéniés à ne pas diffuser dans les radios parce que ce n'est pas des chansons vraiment comestibles. Mais les gens, ils ne sont pas cons, ils vont sur les réseaux, ils découvrent une chanson qu'ils veulent connaître, ils la connaissent, un bouquin qu'ils veulent lire, ils le lisent. Et ça au moins se mérite à cette époque-là qu'on ne peut plus cacher grand-chose. Et ça, c'est un bienfait. Et voilà pourquoi je chante des chansons dans les salles qui s'appellent « Femmes battues » et que je vois des femmes à la fin du spectacle venir vers moi et me dire « Merci d'avoir chanté ça ». Mais beaucoup de chansons, de vos chansons sont engagées, beaucoup. Ben, la bête est revenue, vous savez. Les HLM, La bête est revenue. Oui. Oui, il y a des livres d'école qui courageusement la font apprendre à des instituts qui la font apprendre. Bon, Lily, j'en parle pas, Mon Petit Loup. Mon Petit Loup, La vie des ouvriers, comment ça s'appelle dans les HLM, là, les enfants qui attendent dans l'escalier. Donnez-nous des jardins, il y a 50 gosses dans l'escalier. Oui, bien sûr, non, mais il y a plein de chansons qui sont des peintures de la société humble, parce que je l'ai vécu bien, côtoyé longtemps dans mon enfance, près du Café du Pont, et après, jeune, autour de mes 20 ans, 22 ans, j'ai vécu dans les HLM autour de Paris, à Gennevilliers, et c'est à cette époque-là que j'ai écrit les toutes premières chansons que j'ai enregistrées chez Barclay, tout de suite après « Moi j'attends Adèle ». Il y avait 50 gosses dans l'escalier, justement, parce que je les voyais, ces gosses, à la sortie de l'école. Quand il pleuvait, ils ne savaient plus où se foutre. Ils n'avaient pas un préau, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient dans l'escalier. Aucun abri nulle part, dans l'escalier. Voilà. Donnez-nous des jardins. J'ai écrit à l'époque, parce qu'il n'y avait que du ciment partout. Et il n'y avait pas un brin d'herbe. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai écrit Cuisse de mouche, fleur de banlieue. Toutes les peintures de la société, je les ai fait gaies, tristes, humoristiques, mais réalistes, parce que c'est tout des choses que j'ai vues et que j'ai peintes avec mon vocabulaire à moi, bien sûr. Et pourquoi vous avez, parce que vous êtes un des seuls à l'avoir fait, vous avez une âme poétique évidente, ça se lit dans vos chansons et dans la manière dont vous avez pu recevoir les images des gens et les restituer. Et ça, c'est de la poésie, c'est pas autre chose. Et en même temps, vous avez voulu avoir un langage paillard. Souvent, vous avez décidé de provoquer des vocabulaires. Non, c'est pas du tout. Ça a été, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, ça n'a été que la projection du vocabulaire luxuriant qui a été le mien autour de moi, autour de mes oreilles quand j'étais gamin. Parce que j'entendais tout. Souvent, maman au café venait et quand les conversations devenaient un peu lestes, elle me disait « Pierrot, va voir à la cuisine si j'y suis ». Voilà, et parce que, bon, souvent dans le vocabulaire, c'était « mais c'est la vie ». C'est la vie, c'est pas des mots de provocation que j'ai voulu étaler dans mes refrains, dans mes chansons. C'est le reflet de la vie. Parce que paillard, il y en a des gens paillards. Bah, bien sûr. On en a connu qui aurait pu être président de la République même. Eh bien, voilà, ça existe. La poésie, ça existe. Le malheur, ça existe. La colère, ça existe. C'est ce que j'ai peint dans toutes mes chansons. Mais vous êtes le seul à l'avoir fait, c'est ça que je vous dis. Vous êtes le seul à l'avoir fait. Ce choix de vocabulaire rude écouté au Café du Pont et de la poésie la plus... Voilà. Bah, parce que je suis le meilleur, c'est tout. Vous avez réponse à tout. Vous savez, depuis le début que vous êtes là, je vous regarde et je me dis, le sourire de Perret, c'est quelque chose. Vous savez ça ou pas? Non, mais vous parlez de choses. Vous avez parlé de choses difficiles, tristes. Vous avez parlé de votre maman. Vous avez parlé de choses gaies. Et à chaque fois, vous avez ce sourire. Là aussi, c'est à vous. Personne ne sourit comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous l'ai dit parce que c'est vrai. Et donc, maman souriait comme moi, il paraît.
Ah oui. Parce que toutes les photos où elle sourit, quand j'ai montré ça à des amis, on me dit « Oh là là, ta C'est mère Pierrot tout tout craché. craché. » Oui, exactement. C'est vrai. Ah oui. C'est très particulier. Hein. Et c'est pas forcé. On sent que c'est... Je passe ma journée à me forcer. Hein. Non, c'est que c'est votre expression à vous. C'est ça que je veux dire. Écoutez, ça serait trop fatigant. Il y a des journalistes qui m'ont posé cette question souvent. Mais je dis, je suis trop feignant pour toute la journée me forcer Forcer à la banane. Je ne pourrais pas. Non, ça serait d'abord un manque de naturel qui est, avant tout, moi, Et puis, les gens que j'apprécie le plus sont les gens naturels. Parce que les autres, je les étudie longtemps avant de leur faire confiance. Si vous leur faites confiance. Voilà, oui. Pourquoi il y a donc 500 chansons en bandoulière, 50 portent des noms, des titres de femmes, des prénoms de femmes? Bon, parce que là, j'ai toujours trouvé que la femme était d'abord le plus grand mystère auquel on est confronté dans la vie. Dès qu'on... Hein Pour les femmes oui, aussi, peut-être. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et puis, de toute façon, j'ai toujours considéré, et j'en ai eu le spectacle, hélas, devant moi tellement de fois, que la femme a été une victime éternelle, sans démagogie aucune. Mais je l'ai vu déjà au début, les prémices de mes observations au départ, c'était ça. La femme sacrifiée quelque part, parce qu'elle s'occupait des lardons, du mari qui rentrait bourré dans l'environnement où on était, c'était quelque chose. Hein. La femme, elle en prenait pour son grade. Et puis c'était elle, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est elle qui morflait, parce que c'était de sa faute. Le mec, il allait bosser, il rentrait, il voulait que tout soit bien repassé, bien lavé, bien machin, et qu'il n'y ait pas de débordement nulle part, etc., etc. C'est vrai que la société a quand même évolué depuis. Mais dans le fond, la femme doit toujours se battre. J'ai tourné un petit film hier après-midi à Paris pour une association dont on m'a demandé d'être le témoin, puisque j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Femme battue ». Et donc, j'ai témoigné, j'ai dit pourquoi j'avais fait cette chanson. Enfin, j'étais en train d'expliquer à peu près la même chose que je vous explique là maintenant. Ces gens m'ont remercié. C'est tous des bénévoles qui militent, qui travaillent pour la défense de ces femmes, qui recueillent beaucoup de femmes qui ne peuvent même plus rentrer chez elles tellement elles en ont pris plein la poire. Et voilà. Alors, en dehors de ça, bon, la femme, c'est l'être le plus magnifique au monde. Une femme, elle est toujours belle, je trouve. Déjà, dans les yeux, vous le voyez. Une femme, c'est difficile qu'elle soit laide. Si elle est très mauvaise, très méchante, et ben même là, elle n'y arrive pas toujours. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et donc, pour moi, c'était... un terreau sous le stylo fantastique, parce qu'il y a peut-être encore plus de complexité dans la nature de la femme, certainement plus que chez nous qui sommes des gens simples quand même. Ouais. Hein, Plutôt les hommes. rude. Oui, beaucoup. Là, j'entends que des applaudissements de mecs. Vous reconnaissez les applaudissements d'hommes et de femmes? Oui. Il sait tout faire, Perret. Il y a eu 50 chansons avec des titres de femmes, mais sur 500 chansons, 350 Parle que de femmes. parlent que de femmes. Oui, même si ce ne sont pas les prénoms. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, Mon petit loup. De Mon petit loup ou du Café du Canal. Bon, il n'y a pas de titre de femme, mais la chanson, c'est sur une... Oui, c'est pas le titre, mais le Café du Canal, c'est... chez la jolie Rosette au Café du Canal, si vous voulez, dans le premier vers, déjà, il y a le titre, mais ça n'a pas été le titre de la chanson, ça s'appelle le Café du Canal. Voilà.
sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais 30 secondes. On aurait pu croire que vous avez été préservé pour conserver le sourire que vous avez, la disponibilité, la manière dont vous parlez des gens, l'espèce d'affection naturelle pour les gens. Et on pourrait se dire, Perret, mais vous avez eu des douleurs terribles dans votre vie. D'abord votre toute petite enfance, et puis ensuite 10 ans de galère invraisemblables à faire, vous disiez, 5-6 cabarets tous les soirs, et rentrer épuisé chez vous. J'étais pas le seul, et puis personne ne me forçait. Hein, c'est bon. Oui, non, mais j'avais mes copains Bobby Lapointe ou Ferrat avec moi. Tous les soirs, on se croisait dans les boîtes ou avec Brel. Bon, ben, on savait que c'était forcément le temps des vaches maigres jusqu'à ce que ça se décante pour l'un ou pour l'autre. Et malheureusement, il en est qui sont restés en route et pour qui ça n'a pas marché, on ne sait pas. Beaucoup plus que pour ceux. Que pour l'inverse. Mais on savait qu'il ne fallait pas mollir, il fallait travailler, il fallait écrire, il fallait essayer d'avoir les plus belles chansons qui soient pour retenir l'attention d'un public, ou le faire rire, ou l'émouvoir, bon. Et il n'y a qu'à partir d'un travail très profond qu'on y arrive. Donc on se croisait de temps en temps avec Bobby Lapointe qui, lui, avait son univers, moi j'avais le mien, Brel avait le sien, et on se croisait, nos guitares à la main. Traversant les rues à toute vitesse. Traversant les rues à Montmartre, je me souviens, j'ai croisé Jacques, je ne sais pas combien de fois, quand il chantait dans un cabaret tout petit qui s'appelait le Tire-Bouchon. Et moi je chantais en face dans un autre cabaret qui s'appelait Chez ma cousine. Et alors là, il recevait beaucoup de provinciaux qui venaient d'un peu tous les coins et tout, mais qui venaient voir Montmartre pour le folklore de Montmartre, mais qui ne savaient pas trop quand ils rentraient chez ma cousine, ils ne savaient pas... Bon. Et quand ils écoutaient les chansons qu'on avait au début, ouh là 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 là, il y avait de grosses surprises, quoi. Voilà. Et donc, on souffrait un peu parce que je me souviens, à un des cabarets les pires où on a le plus souffert, je passais avec Jean Ferrat, et c'était surtout un restaurant. Les gens y allaient pour becqueter, etc. Il n'y avait même pas de scène. Et donc, au fond de la salle, à hauteur des gens qui mangeaient comme ça devant, ben voilà... chacun faisait son petit refrain, mais souvent les gens, ils n'écoutaient même pas. Enfin, il y en avait, ils restaient dans leur assiette comme ça. Même vous deviez les déranger, j'imagine. On les faisait carrément chier, oui, ça c'est vrai. Ah oui, parce que de temps en temps, il nous est arrivé, et avec Jean, on avait dit, on en avait ri parce que c'était tellement triste que c'était horrible, mais il y avait des gens, la table de devant comme ça, quand on chantait, il nous faisait... Oh putain. Oui, comme vous dites, c'était pas autre chose que des vraies galères, là. Oui, ça c'est vrai. Mais je suis sûr qu'il faut être passé par là, parce qu'on est armé d'une façon... Quand on a connu ça, on ne peut pas connaître pire. On ne peut pas connaître pire. Ah oui, c'est vrai. Chanter devant des gens qui disent arrêtez de chanter, voilà. c'est... Et après, toute ma vie, j'ai chanté devant des salles de toutes dimensions, j'ai fait 2 fois les Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne, le plus grand festival de France. Et j'ai chanté pendant 1 heure, 1 heure et demie, devant 50 000 personnes, le plus vieux qui avait 30 ans. Et pendant 1 heure, ils ont chanté avec moi, parce qu'ils connaissaient tous mes chansons. Ils ont chanté au moins 20 chansons avec moi. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est le remboursement suprême. On peut avoir les photos de ceux qui vous demandaient d'arrêter de chanter, là, dans le restaurant. On va faire un petit mur de portraits. Je leur en veux même pas. Oui. Un mot, vous avez connu une des pires douleurs qui soit. Vous avez perdu une fille. C'est terrible.
Et alors je me demandais, est-ce qu'à un moment on ne perd pas l'enfance quand même? Comment il a pu résister à ça? Comment il n'a pas perdu l'enfance? Il y a des choses dont il est très difficile de parler et que je préfère ne pas aborder. Mais vous n'êtes pas sorti de l'enfance. Vous avez réussi. Non, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est un autre pays préservé, ça. Juste avant qu'on entre ici, vous m'avez montré un texte que vous avez écrit. Et vous m'avez dit... Non, mais c'est pas pour... Non, il fait une page. Vous m'avez dit, je préfère pas le lire. Si vous préférez pas le lire, il n'y a pas de problème. Non, je l'ai écrit hier pour le mettre sur Facebook. Parce qu'il y a un journaliste qui m'a demandé, c'est quoi votre France à vous? Et je l'ai mis. Ben, vous le trouverez sur Facebook. Bon, donc on le lira sur Facebook. Très bien. Écoutez, Pierre Perret, vous nous avez fait passer un moment... voilà. Je vous laisse le mot, parce que moi, je n'arrive pas à le trouver. Donc, un moment comme on n'en a pas. Voilà. Ben, c'est des moments rares qu'il faut savoir savourer de temps en temps, quand on a la chance d'avoir des gens qui vous écoutent aussi poliment.